En décembre 1994, une jeune femme va passer sa journée avec ses amis, puis par la suite partager une pizza, et enfin finir la soirée en jouant à des jeux de société. Une soirée et une journée d'ailleurs extrêmement agréable en compagnie de ses amis. À la fin de la soirée, elle part accompagner son amie chez elle, et en revenant, elle va vivre une soirée au-delà de ce que n'importe qui aurait pu imaginer. Cette histoire est une histoire abominable. Si vous êtes sensible, je ne vous conseille pas de la regarder, puisque très honnêtement, c'est graphique, c'est gore et c'est très violent. Je connaissais l'histoire, mais au tout début, la première fois que j'avais entendu parler de celle-ci, j'étais persuadée que c'était une creepypasta et que c'était pas réel, puisque honnêtement, quand vous allez entendre l'histoire, vous allez vous dire vous-même, c'est juste pas possible. Mais si, je peux vous confirmer que c'est bel et bien réel, j'ai fait des bonnes recherches et effectivement, il n'y a pas de doute à avoir. Mais je le redis, c'est une vidéo extrêmement gore, extrêmement graphique, très violente. Pas très longue je pense, puisqu'il n'y a pas non plus énormément de détails. C'est une histoire qui se tient sur une seule journée, donc forcément c'est pas quelque chose qui va durer une heure et demie, et tant mieux pour vous puisque j'en ai déjà fait une bien longue la semaine dernière, donc on peut pas faire ça tout le temps, ça demande énormément de travail, vous le savez bien. En dehors de ça, je vous invite évidemment à vous abonner à ma chaîne, c'est hyper important, ça me soutient, ça montre que ça vous plaît, d'interagir avec la vidéo. N'hésitez pas à la partager également à des personnes qui aiment les faits divers ou des histoires en général, ça me permettra d'évoluer un petit peu et de faire grandir la chaîne, c'est quelque chose qui me tient à cœur, je passe énormément de temps toutes les semaines à essayer de vous produire en tout cas des vidéos de qualité, que ce soit à travers mes recherches, le montage et évidemment tout le reste qu'il y a à côté, et j'ai une boutique, j'ai beaucoup de choses à faire. Merci à tous ceux qui prennent le temps de commenter les vidéos, c'est hyper agréable. Je tiens également à rappeler que les vidéos sont le résultat de mes propres recherches. Effectivement, parfois j'ai des supports plus ou moins fiables, c'est-à-dire que quand vous passez sur des supports que sur des articles, il y a des histoires qui sont pas extrêmement bien documentées, comme des histoires comme Ted Bundy ou des choses comme ça. Donc effectivement, parfois il peut y avoir quelques petites erreurs, rien de grave, en général c'est vraiment des tout petits détails, mais souvent vous me le faites remarquer en commentaire, alors absolument pas méchant hein, ce que je dis, et je comprends totalement, mais je mets pas d'encart comme je peux voir certaines fois chez des youtubeurs, comme quoi effectivement il peut y avoir quelques erreurs, c'est possible, je préfère le rappeler. Je ne suis pas infaillible et surtout je fais tout toute seule, donc forcément il peut y avoir quelques petites erreurs. Sur ce, n'hésitez pas à aller faire un tour sur ma boutique, ça me tient énormément à cœur, ne serait-ce que pour que vous voyez ce que je fais au quotidien et quel est mon métier, mais surtout parce que forcément la vente de mes articles me permet de vivre aujourd'hui de ma passion et de pouvoir avoir du temps pour faire ce genre de vidéos. Donc tant que ça marchera, je pourrai rester avec vous, donc le contraire c'est un peu plus délicat. Sur ce, installez-vous confortablement, prenez rien à manger parce que honnêtement je pense que sinon ça va difficile à passer. Et c'est parti pour l'histoire du jour. Premièrement, il fait extrêmement chaud là où je tourne, je sais pas, on doit être pas loin des 30 degrés. Je me plaignais il y a 2 jours qu'il y avait trop de pluie et là je vais crever. J'avais oublié à quel point l'été c'était une abomination à l'étage de ma maison et que là si vous voyez des gouttes de sueur perler sur mon front, c'est normal, je vais mourir, voilà, c'est officiel. Donc notre histoire du jour nous emmène en Afrique du Sud, à Port Elizabeth plus précisément. Là-bas se sont installés un couple marié pour y fonder leur famille. À l'époque, il faut savoir que Port Elizabeth est une ville qui attire énormément par son travail, puisqu'il y a un énorme développement industriel, notamment automobile. Donc énormément de familles vont s'installer là-bas pour pouvoir aller travailler, subvenir aux besoins de leur famille, et des quartiers entiers vont se créer. C'est plutôt une ambiance assez agréable. Et c'est donc ici que Brian et Claire Botta vont s'installer et agrandir leur famille le 22 décembre 1967 avec l'arrivée de la petite Alison, donc Alison Botta, la protagoniste principale de cette vidéo. Rapidement, la famille va s'agrandir et va passer de 2 membres à 4 avec l'arrivée du petit frère d'Alison, Neil. Au début, tout se passe plutôt bien, le couple s'est bien installé, la vie de famille prend son cours, il n'y a pas trop de problèmes, mais comme beaucoup de familles, l'amour va s'étioler et se briser tout simplement jusqu'à ce que le couple se sépare
puisque malheureusement l'amour ne reste pas toujours, même si on a des enfants. Donc c'est quand Allison a à peu près 10 ans que ses parents vont se séparer et sa garde sera assurée par sa mère ainsi que celle de son frère, donc ils seront tous les deux sous la garde de sa mère. À l'époque adolescente, Allison est décrite comme une fille plutôt pétillante, avec une bonne joie de vivre, très intelligente, avec de très bonnes notes à l'école, elle excelle dans son domaine. Elle adore partager des moments avec ses amis, c'est une ado plutôt classique, avec énormément de joie de vivre, malgré voilà, le divorce de ses parents qui a eu lieu quelques années auparavant, qui ne l'a pas forcément chamboulée. C'est une fille qui ne montrait pas forcément quand quelque chose n'allait pas, elle restait toujours souriante, c'était vraiment sa personnalité. Mis à part ça, on a très peu d'informations sur la jeunesse d'Allison, qu'est-ce qu'elle a fait ou qui elle était, on a quelques témoignages donc de ce que je vous ai dit, mais tout ce qu'on sait c'est qu'une fois qu'elle a terminé ses études, d'ailleurs qu'elle a terminé avec brio, Allison va décider de partir tout simplement voyager pour terminer encore une fois ses études ailleurs, et elle va faire ça pendant 4 ans, voyager dans différents pays pour voilà, découvrir de nouvelles cultures et puis affiner certainement ses langues qu'elle voulait apprendre, donc elle va s'en aller pendant 4 ans. Une fois ses études terminées, Allison va décider de rentrer tout simplement au pays, donc en Afrique du Sud, plus précisément à Port Elizabeth, pour retrouver sa famille, ses amis d'antan, et se trouver une situation stable pour cette fois-ci, tout simplement créer sa propre vie. Et c'est chose qu'elle va faire puisqu'elle va trouver un emploi stable dans une compagnie d'assurance. C'est un emploi qui lui plaît énormément. Allison va se trouver un appartement, donc tout rentre dans l'ordre, sa vie est super. Elle a tout ce qu'elle voulait, elle a ses amis proches d'elle, sa famille non loin, un travail stable et qui lui plaît beaucoup, son appartement qu'elle aime bien. Voilà, tout se passe super bien, vraiment un début de vie comme on en rêve. Mais malheureusement, sa vie de rêve va vite virer au cauchemar, avec une journée qu'elle n'oubliera jamais et qui va marquer un tournant décisif dans sa vie. Je ne vais pas en dire plus, vous allez vite le comprendre. Donc on se transporte au dimanche 18 décembre 1994, où Allison est à ce moment-là âgée de seulement 27 ans. Elle va passer la journée à la plage avec ses amis, profiter du soleil, de la mer, voilà, se baigner, profiter d'un moment tout simplement hyper agréable. Le soir, une fois terminé à la plage, les amis vont chez Allison dans son appartement pour simplement manger une pizza et encore une fois profiter de la soirée en bonne compagnie. Une fois la pizza terminée, ils vont jouer tous ensemble à des jeux de société. Et une fois que la soirée se termine et que les convives commencent à partir les uns après les autres, une amie de Allison va lui dire tout simplement qu'elle rentre, qu'elle s'en va et qu'elle rentre chez elle. Allison sait que son amie n'est pas véhiculée et qu'elle va devoir rentrer à pied. Et pour Allison, c'est hors de question de laisser son amie rentrer à pied à cette heure-là. Allison dit non, c'est hors de question. Je vais te raccompagner en voiture jusqu'à chez toi, et puis voilà, enfin comme ça au moins je sais que t'es rentré safe et aucun problème. L'ami d'Allison va accepter et tous deux vont monter dans la voiture d'Allison et partir jusqu'à l'appartement de son ami. Une fois qu'Allison a déposé son ami, elle va faire le chemin inverse et retourner à son appartement. Quand elle arrive au niveau de son appartement et surtout du parking de son appartement, Allison va se rendre compte que la place qu'elle prend d'habitude avec sa voiture est occupée. Un véhicule s'est garé à sa place. Bon, pas très grave, en soi il n'y a rien d'alarmant, c'est embêtant puisque c'est une place qu'elle prenait toujours parce qu'elle était proche de son entrée et du coup là elle va devoir en fait se garer beaucoup plus loin. Elle tourne dans le parking, chose qu'on adore faire, essayer de chercher une place, et elle va trouver une place beaucoup plus loin que d'habitude, ce qui va la forcer à marcher seule pour rentrer jusqu'à son appartement. Quand je dis plus loin, c'est quand même assez loin, il y avait quelques minutes de marche pour rentrer à son appartement. Ce qui est assez paradoxal d'ailleurs, c'est que du coup, elle a tout fait pour pas que son amie marche seule dans les rues, mais au final, c'est elle qui va se retrouver à marcher seule dans la rue. Cela étant dit, ce n'est pas ce qui va causer l'horreur de la soirée. Allison se gare sur la place de parking qu'elle vient de trouver, va pour ramasser son sac au niveau du siège passager, et en fait au moment où elle se baisse pour récupérer son sac, elle entend et sent, en fait elle ressent une sorte de vent rentrer dans la voiture et elle entend la portière s'ouvrir, sa portière à elle. Elle a à peine le temps de réagir qu'elle sent le froid d'une lame au niveau de sa gorge, et de suite un homme lui dit de passer sur le siège passager pour que lui puisse prendre le volant. Complètement paniquée et surtout figée par la peur, Allison s'exécute, elle ne peut rien faire d'autre, elle a une lame de couteau quasiment collée à sa peau. Qu'est-ce que vous voulez faire? Pas grand chose. Elle se met sur le siège passager et laisse l'inconnu entrer dans sa voiture pour prendre le volant. À ce moment-là, Allison, elle sait absolument pas ce qui se passe, mais tout ce qu'elle sait, c'est qu'elle est complètement pétrifiée par la peur et qu'elle ne réagit plus. Donc à ce moment-là, l'homme prend le contrôle de la voiture et rapidement démarre le moteur et commence à emmener Allison à un endroit qu'on ne connaît pas et commence à prendre la route. À ce moment-là, d'ailleurs, l'homme s'identifie comme un certain Clinton et lui dira également « Je veux juste utiliser ta voiture pendant 1 heure ».
Alors dans ces cas-là, pourquoi pas lui voler la voiture et la laisser partir plutôt que de l'emmener avec lui. Mais effectivement, les projets de cet homme-là n'étaient absolument pas juste de lui emprunter la voiture. Et ça, vous allez le comprendre par la suite. L'homme emmène donc Allison, malgré elle, vers un autre endroit de la ville pour récupérer cette fois-ci un autre homme qui va monter à l'arrière de la voiture. À ce moment-là, Allison a compris que quelque chose d'affreux allait lui arriver, mais son imagination était bien loin de l'horreur de son destin. En fait, Allison a reconnu l'homme qui venait de monter dans la voiture. Elle ne connaît pas son nom réellement, mais voilà, la ville est pas très grande, il se passe beaucoup de choses, et on a tous des gens qu'on connaît de vue sans connaître leur nom, juste parce qu'on connaît leurs actes et leurs faits. Et bien là, c'était pareil, Allison savait que l'homme qui était rentré à l'arrière, c'était un homme qui était connu pour des violences, et qui n'était pas du tout tendre, en fait. C'était clairement le criminel et le délinquant du coin. Donc elle a compris que ça saurait aller virer au cauchemar. À ce moment-là, la voiture repart du coup en compagnie de 2 hommes et de Allison, et Allison va prendre extrêmement peur quand elle va se rendre compte qu'en fait la voiture est en train de quitter la ville et se dirige dans un endroit désertique, à la périphérie de la ville en fait, où il n'y a rien à part des champs et vraiment rien. Un endroit juste idéal si on veut faire du mal à quelqu'un sans être vu. Pendant qu'il conduisait, l'un des 2 hommes va demander à Allison, sans aucune pression, si elle se débattrait s'il décidait de coucher avec elle. Il faut s'imaginer qu'à ce moment-là, Allison elle est en état de choc. Elle a peur pour sa vie et elle imagine bien que si elle se débat, elle a plus de chances de mourir. Donc elle va répondre non, qu'elle se débattra pas s'il passe à l'acte, voilà, faites et laissez-moi juste partir après. Et c'est à ce moment-là que la voiture s'arrête net, que les 2 hommes font sortir Allison de la voiture de force et tous 2 vont la violer brutalement, vraiment sans ménager Allison. Ils vont clairement se déchaîner sur la pauvre femme qui n'a juste rien demandé à personne. Une fois qu'ils ont terminé de réaliser cet acte horrible, et bien malheureusement ils ne comptent pas du tout laisser Allison s'en tirer comme ça, pour la simple raison que Allison a vu leur visage. Donc, et puis c'est vrai que quand je pense qu'Allison s'en doutait à ce moment-là, si vous vous êtes attaqué et que les gens ont les visages découverts, c'est rare qu'ils vous laissent partir, puisque le but c'est pas que vous allez les dénoncer après. Donc ils n'avaient aucune intention de laisser Allison Botta s'en sortir après l'avoir violée. Donc à ce moment-là, l'un des hommes va tout simplement enjamber le corps fébrile de Allison et essayer de l'étrangler. Puisque c'est une façon plus commune, on va dire, de tuer quelqu'un, donc ils vont l'étrangler. Sauf que étrangler quelqu'un, c'est pas comme dans les films, ça dure pas 3 secondes. Étrangler quelqu'un à main nue, c'est extrêmement compliqué. Il faut maintenir vraiment une pression constante très longtemps. On dirait ça comme si je l'avais déjà fait, mais non, mais c'est juste que je le sais. C'est très compliqué d'étrangler en tout cas quelqu'un. Donc l'homme va se rendre compte que c'est plus délicat que ce qu'il pensait. Allison va quand même perdre connaissance pendant cet acte-là, puisqu'elle va être privée d'oxygène quand même à un petit moment. Mais les hommes vont se rendre compte que sa poitrine se soulève, qu'elle respire encore, et qu'elle est toujours du coup en vie, et qu'elle a juste perdu connaissance. Et à ce moment-là, du coup, les hommes vont décider de monter un cran en termes de violence, et vont sortir un couteau de leur poche, et commencer à asséner des coups de couteau extrêmement violents à Allison. Et en fait, ils visaient une partie du corps précisément, ils visaient à la base ses organes génitaux. Pourquoi, ça n'a pas été précisé, mais c'était leur volonté, sauf qu'ils ne savaient pas viser, et ils ont concentrer leurs coups tout dans le bas-ventre d'Allison, donc ils n'ont pas réussi à taper sur les organes génitaux, peut-être que c'était trop compliqué. Donc ils lui ont asséné énormément de coups de couteau au niveau de l'abdomen, 30 exactement, il y aura donc 30 coups de couteau. Faut savoir qu'Allison à ce moment-là commence doucement à reprendre conscience, donc au moment où elle reprend conscience, elle sent en fait que elle se fait littéralement charcuter, donc elle se fait charcuter le bas-ventre. Évidemment à ce moment-là, Allison se vide de son sang, faut bien imaginer que 30 coups de couteau menés au même endroit, ça crée des plaies énormes et ça dégorge de sang. Donc elle se vide de son sang, mais les 2 agresseurs se rendent compte qu'elle respire encore. Elle est toujours là, elle bouge. Il y a une de ses jambes d'ailleurs qui fait un mouvement, les muscles là, vous savez, c'est un petit peu des spasmes. Donc les 2 se rendent compte que elle est encore en vie, ils ne l'ont toujours pas achevée. Et donc pour ce faire, ils vont décider de passer encore une fois encore plus dans l'horreur. Ils vont enjamber le corps, se mettre à 4 pattes dessus et décider de lui trancher la gorge pour cette fois-ci l'achever une bonne fois pour toutes. Ils vont lui asséner 16 coups de couteau au niveau de la gorge pour pouvoir lui trancher. Les coups vont être extrêmement violents et tellement violents qu'elle va être quasiment décapitée. C'est à très peu de choses que la tête tenait encore sur le reste du corps. Elle est quasiment décapitée à ce moment-là. L'homme se redresse. Allison dira d'ailleurs plus tard, je cite, « Tout ce que je pouvais voir, c'était un bras qui bougeait au-dessus de mon visage, gauche et droite, gauche et droite. Ces mouvements faisaient du bruit, un son humide, c'était le bruit de ma chair ouverte. Il me coupait la gorge avec le couteau, encore et encore et encore. » Et Allison déclara d'ailleurs
Cela semblait irréel, mais ce n'était pas le cas. Je n'ai ressenti aucune douleur, mais ce n'était pas un rêve, cela se produisait. L'homme me coupait la gorge. Elle était consciente au moment où les hommes étaient en train tout simplement de la décapiter. Car oui, si on a son témoignage aujourd'hui, c'est que Alison Botta a survécu à cette agression. Et je vais évidemment vous raconter ce qui s'est passé et comment elle a réussi à survivre. Et en fait, grâce au témoignage d'Alison, on sait exactement ce que les hommes se sont dit avant de prendre la fuite. Ils vont reculer une fois qu'ils ont à peu près terminé. Et en fait, Alison va les entendre admirer carrément leur travail et parler entre eux en fait en se disant bah, tu penses qu'elle est morte? Et l'autre va répondre personne peut survivre à ça. Et c'est à ce moment-là que les deux hommes vont partir et quitter la scène de crime en pensant à Alison tout simplement morte. Et si c'est pas le cas qu'elle est morte là tout de suite, dans les minutes qui viennent, avec le sang qu'elle perd, elle est cuite. Donc ils partent sereins en se disant que c'est bon, elle est morte. À ce moment-là, Alison, elle est allongée sur le sable, elle est nue, elle a la gorge, enfin la tête quasiment décapitée, hein, je le rappelle, le bas-ventre asséné de coups de couteau. Donc le premier réflexe qu'Alison va avoir, c'est d'écrire les noms de ses agresseurs sur le sol, donc directement sur la terre. Et d'ailleurs, elle écrira juste en dessous les noms « Je t'aime maman », puisqu'elle pensait qu'elle s'en sortirait pas, hein, enfin, et je pense que c'est logique, mais elle voulait pas que ses agresseurs s'en sortent, donc elle écrit Clinton sur le sol. Et au moment où elle commence à se dire que c'est terminé, en fait, qu'elle se laisse aller, elle aperçoit au loin des phares de voiture, et là, en fait, c'est l'instinct de survie qui se déclenche. Elle sait qu'elle a peut-être une chance de survivre si elle arrive à faire signe à cette voiture, ou au moins se rapprocher assez pour que la personne qui conduit puisse la voir et lui venir en aide. Donc à ce moment-là, Alison se met à ramper, tant bien que mal sur le sol, et c'est à cet instant précis qu'elle prend réellement compte de l'étendue des dégâts sur son corps et de ses blessures. Elle essaye de se relever, et la âme sensible s'abstenir, vraiment. Quand elle se relève, qu'elle arrive à peu près à se relever, elle est obligée de rattraper sa tête avec sa main, puisque je rappelle, elle est quasiment décapitée. Donc en fait, elle va tenir sa tête avec sa main pour pas qu'elle s'arrache, pour le peu qui reste de lien. Pas après pas, elle commence à sentir quelque chose de dérangeant, de visqueux, de chaud sur ses jambes. Elle voit pas, puisqu'elle peut pas réellement, voilà, pas faire ça, c'est compliqué avec sa tête, mais elle comprend qu'en fait, c'est ses intestins qui sont en train de sortir de son ventre et qui commencent à pendre, en fait, tout simplement, puisqu'elle a été éventrée, je le rappelle. Donc en fait, il faut imaginer la scène, Alison qui marche tant bien que mal pour essayer d'attraper la personne qui arrive en voiture. Elle se tient la tête d'une main et avec l'autre main retient les intestins pour pas que ils tombent par terre. Voilà. Voilà la vision que vous devez avoir de cette femme avec un instinct de survie juste impressionnant. D'ailleurs, elle se souvient et elle dira plus tard « Alors que je luttais pour avancer, ma vue s'estompait et je tombais plusieurs fois. Mais j'ai réussi à me relever jusqu'à ce que j'atteigne enfin la route. Et quand elle est arrivée sur la route, et bien évidemment, elle s'est effondrée le long de la ligne blanche. Et en fait, elle s'est mise sur la ligne blanche, non pas pour rien, parce qu'elle savait que l'homme, du coup, il serait obligé de s'arrêter puisqu'elle serait au milieu de la route et ça va forcément attirer l'attention du conducteur. Et heureusement, d'ailleurs, elle n'a pas eu à attendre bien longtemps puisque le conducteur avec les phares qu'elle avait repérés arrive à ce moment-là. C'est un jeune étudiant vétérinaire nommé Tian Yellerd qui visitait Port Elizabeth en vacances depuis Johannesburg, qui du coup a vu Alison allongée au milieu de la route et qui va s'arrêter. Il dira d'ailleurs plus tard « Dieu m'a mis sur cette route cette nuit pour une raison ». Pour lui, c'est pas pour rien qu'il était là, puisqu'en fait, ce jeune homme a une formation vétérinaire, alors il n'est pas médecin, mais il a une formation vétérinaire, et du coup va pouvoir apporter quelques premiers soins à Alison avant de la conduire à l'hôpital. Notamment, il va lui remettre la thyroïde qui était exposée, puisqu'elle était quasiment décapitée, dans son corps, puisqu'elle ressortait. Il va évidemment appeler les urgences tout de suite pour obtenir de l'aide, parce qu'il sait que déplacer un corps dans cet état, c'est très risqué. Les secours vont arriver très rapidement, et Alison Botta va être transportée à l'hôpital d'urgence, où les médecins ont été évidemment stupéfaits par les blessures qu'elle portait et surtout stupéfaits sur le fait qu'elle était toujours en vie. Un médecin d'ailleurs témoignera plus tard, Alexandre Angelov, il va dire qu'il avait jamais vu des blessures aussi graves au cours de ses 16 années de pratique de la médecine. Faut pas se mentir, à ce moment-là, Alison était clairement sur le point de mourir, mais elle a réussi à s'en sortir et elle se souvenait également, évidemment, de tous ses agresseurs. Et en fait, le seul but d'Alison à ce moment-là, c'était de ne pas mourir tant qu'elle n'avait pas parlé à des policiers pour pouvoir dire quel était le nom et reconnaître les agresseurs. Ça lui tenait bien évidemment à cœur. Sans surprise, elle a rapidement pu identifier ses agresseurs grâce à des photos que la police va lui montrer. C'était des gens qui étaient connus des services de police, donc ça n'a pas été long pour qu'ils soient appréhendés. Cela va conduire à l'arrestation rapide des deux agresseurs. Et du coup, les deux agresseurs s'agissaient de Franz Dutoit et Tens Kruger, tous deux connus pour des violences faites aux femmes. Donc, encore une fois, l'un des deux hommes qui va rentrer dans la voiture qu'Alison avait reconnu comme étant l'un des violents délinquants de sa ville,
c'était tout simplement connu pour des violences faites aux femmes en fait. Évidemment, un procès va rapidement s'ouvrir contre ces personnes-là. Franz du Toit et Tuns Kruger ont plaidé coupables. L'inverse aurait été plus qu'étonnant. Donc ils vont plaider tous les deux coupables à 8 chefs d'accusation, dont enlèvement, viol et tentative de meurtre. Ils ont tous deux été reconnus coupables et condamnés à la prison à vie en août 1995, mais après avoir purgé 28 ans, tous deux ont obtenu une libération conditionnelle en juillet 2023. Donc c'est très récent, ça va faire 1 an qu'ils sont sortis de prison. Ils ont été placés sous surveillance bien sûr. J'imagine même pas la détresse de la jeune femme quand elle entend qu'ils ont fait entre guillemets que 28 ans de prison. Alison Botta a une page Facebook et sur celle-ci, elle a écrit « Le jour que j'espérais et priais n'arriverait jamais. Lorsqu'on m'a demandé comment vous sentiriez-vous s'ils obtenaient un jour une libération conditionnelle, ma réponse immédiate a toujours été « J'espère ne jamais le savoir ». Malheureusement, ils ont été libérés sous condition. Le pire est derrière Alison, elle a survécu à son agression, mais elle va souffrir énormément de cicatrices physiques et émotionnelles de l'épreuve qu'elle a dû passer. Pour se rétablir, elle a décidé qu'elle devait faire face à ce qui lui est arrivé, et c'est pour ça que je vous disais que ça va changer sa vie complètement. C'est évident, un événement aussi important va forcément changer le cours de votre vie, mais Alison va s'en servir toute sa vie durant. Elle va commencer à voyager à travers le monde pour raconter son histoire dans au moins d'ailleurs 35 pays. L'une des premières femmes d'Afrique du Sud à parler publiquement du viol dans son pays d'origine et à l'étranger. Elle a contribué à inspirer d'autres survivantes à se manifester et à raconter également leur histoire. À l'époque, c'était tabou, les gens ne parlaient pas de ça. Les femmes n'étaient jamais crues quand elles parlaient d'agressions qu'elles pouvaient subir. Donc c'était l'une des premières femmes à vraiment ouvrir la parole à ce sujet dans ces pays-là. Et ça a permis à plein d'autres personnes de pouvoir raconter leur histoire et qu'on les croit, tout simplement. Un peu comme le hashtag MeToo, hein, c'est un peu ça. Mais version 1995. En 1995, Alison a remporté le prestigieux prix Paul Harris du Rotarien pour, je cite, « Courage au-delà de la norme » et le prix Femme de courage du magazine féminin. Elle a également été honorée en tant que citoyenne de l'année de Port-Elizabeth. C'est mérité quand même. Et qu'est-ce qu'elle devient depuis? Eh bien, Alison, depuis, a écrit 2 livres. En 2016, son histoire de survie a pris vie dans le film Alison. Il y a un film qui a été fait au sujet de cette histoire. Et aujourd'hui, elle est considérée comme l'une des conférencières motivatrices les plus inspirantes du monde. Mais pour Alison Botta, le plus beau cadeau qui lui ait permis la vie après cette agression, c'est peut-être la naissance de ses 2 fils. Puisque je vous rappelle que lors de l'attaque, les 2 agresseurs ont ciblé ses organes génitaux pour la massacrer. Ils l'ont raté. Et c'était très peu probable qu'Alison puisse donner la vie un jour. Et contre toute attente, Alison donnera la vie à 2 petits garçons. Donc c'est le plus beau cadeau que la vie lui ait fait d'après elle. Aujourd'hui, son histoire constitue à la fois un exemple de la dépravation humaine et de la force de l'esprit humain. Je cite, « La vie peut parfois nous faire sentir comme une victime. Les problèmes, les difficultés et les traumatismes sont répartis sur nous tous et parfois, ils peuvent être divisés de manière très injuste. Rappelez-vous que vous n'avez pas à assumer la responsabilité de ce que vous font les autres. La vie n'est pas un ensemble de ce qui vous arrive, mais de la façon dont vous avez réagi à ce qui vous est arrivé. » C'est magnifique, je trouve. Cette histoire m'a effrayée vraiment. En fait, toutes les images, en fait moi j'ai tendance à imaginer les images quand je lis ou quoi, et que ce soit les agressions, quand je les imagine, c'est toujours très perturbant et horrible. Mais là, d'imaginer la scène où elle se relève et qu'elle est obligée de se tenir la tête avec sa main et ses entrailles, c'est juste inimaginable. Beaucoup de personnes auraient perdu connaissance et n'auraient pas pu aller à un quart de ce qu'elle a fait elle. Je vous parle souvent dans mes vidéos, c'est pas la première, de personnes qui ont survécu à des choses inimaginables. Et je vous dis à chaque fois, je trouve que l'instinct de survie humain, il est hyper puissant et qu'on se sous-estime, on a tendance à penser qu'on n'est pas capable de faire telle ou telle chose. Et en fait, ces histoires nous rappellent juste que si, très souvent, en fait, on a un mécanisme de survie qui est juste impressionnant, qui est juste au-delà des limites qu'on pourrait penser avoir. En tout cas, j'espère que cette histoire vous a plu. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. N'hésitez pas à me le dire si vous la connaissiez ou non. N'hésitez pas également à vous abonner, c'est hyper important, je le répète, mais c'est vraiment, ça me tient à cœur. Ça me permet de faire grandir la chaîne, à interagir avec la vidéo, la partager. N'hésitez pas à aller faire un tour dans ma boutique en ligne. Ça me ferait hyper plaisir, juste au moins pour me donner vos avis, etc. Ou tout simplement pouvoir commander et faire un cadeau original à un proche ou pour vous, votre décoration, puisqu'on parle de tableaux, de plateaux. En plus, il y a de la nouveauté qui arrive, j'ai les plateaux marbre qui arrivent enfin sur les grands plateaux Noël, vous allez avoir des effets marbre qui vont être bien sympas avec de l'or, etc. C'est vraiment chouette. Écoutez, je vous dis à lundi prochain pour une prochaine vidéo. Adieu.